Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Si vous souhaitez un résumé de l'actualité, eh bien vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du continent africain. Et oui, nous allons sur les réseaux sociaux afin d'aller chercher les sujets qui vous ont fait parler. 3 sujets sont à l'ordre du jour. On commence avec la Côte d'Ivoire. Présidentielle 2025, liste provisoire versus liste définitive. Eh bien, à quoi s'attendre? On continue avec le Cameroun. Présidentielle sous tension. Peut-on encore parler d'opposition face à Paul Biya? Et enfin, Patrice Talon, donc l'exemple africain du moment qui a choisi son dauphin. Continuité démocratique ou alors succession verrouillée? Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder avec nos invités du jour. Monsieur Stéphane Dos Santos, bienvenue à vous. Vous êtes président du Cercle humaniste en faveur de la coopération internationale. Merci, très content de retrouver ce panel, très content de vous retrouver aussi à Aïssatou spécialement. Avec plaisir, on continue en face de vous. Vous avez notre cher docteur Mamadou Camara. Vous êtes économiste et maître de conférences. Bienvenue. Bonjour Aïssa, bonjour Stéphane, bonjour Baba. Toujours ravi d'être là et d'échanger sur l'Afrique, sur ces grands enjeux du moment. Exactement, les grands enjeux du continent africain. On essaye d'en parler ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. On continue avec Babadem. Babadem, vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Merci, bonjour Aïssa, bonjour à nos téléspectateurs et commentateurs et à nos co-panélistes qui sont là. Bonjour à tous, effectivement, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de démarrer cette émission avec nos 3 sujets d'actualité. Alors, destination, la Côte d'Ivoire. Je vous propose de regarder une vidéo et puis on revient. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a officiellement publié le 29 août 2025 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre. Au total, 60 postulants ont été retenus, dont des figures majeures de la scène politique ivoirienne, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo du PPACI, de Simone Eivé du MJC, Tidjane Thiam du PDCI-RDA, Pascal Affinguessan du FPI, Jean-Louis Billon du CODE, ainsi que le président sortant Alassane Ouattara du RHDP. Là où les Ivoiriens attendent le Conseil constitutionnel, ce qui cristallise les regards, c'est bien sûr la liste définitive. Est-ce qu'au soir du 10 septembre, est-ce que les ténors de l'opposition, tels que les chefs d'État, le président Laurent Gbagbo, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI, verront-ils les candidatures retenues? Ces 2 candidats, c'est bon de le rappeler, ont déposé les dossiers. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, à moins de 2 mois de la présidentielle ivoirienne, la tension est déjà palpable. Le Conseil constitutionnel a publié une liste provisoire de 60 candidats. Surprise, on y retrouve Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, pourtant radiés de la liste électorale. Comment expliquer ce paradoxe? Eh bien, tout simplement parce que le Conseil publie d'abord une liste administrative, des dossiers complets, avant de statuer sur la légalité des candidatures. En clair, Gbagbo et Thiam sont provisoirement donc là, mais rien ne dit qu'ils seront dans la liste définitive. Le 10 septembre prochain, le Conseil constitutionnel tranchera. Si leurs candidatures sont invalidées, les frustrations seront probablement grandes du côté de leurs partisans. Si elles sont validées, c'est l'opposition qui pourra crier à l'injustice. Dans tous les cas, ce rendez-vous sera un test crucial pour la crédibilité du processus électoral et pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le premier débat est ouvert, chers amis. Alors, 60 candidats déjà dans la liste provisoire, c'est une première, c'est inédit en Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer donc ce nombre qui est énorme et est-ce que cela est un indicateur positif concernant le jeu démocratique donc en Côte d'Ivoire selon vous, Stéphane? Oui, moi je pense que c'est un indicateur positif parce qu'il faut savoir que sur ces 60 candidats, la plupart d'entre eux sont quand même jeunes, ils ont moins de 40 ans, il y a beaucoup de femmes, il y a aussi sur les 60, 30 qui sont quand même indépendants. Donc c'est vraiment 60 profils vraiment qui quand même expriment le fait qu'il y a un nouveau vent politique sur la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que c'est positif et on attendait de ça depuis longtemps parce que la Côte d'Ivoire nous a souvent habitués à avoir que des acteurs politiques d'un certain âge. Donc je pense que c'est un premier signe positif en attendant la liste définitive effectivement. Exactement. Baba, vous en pensez quoi? Donc 60 candidats, c'est inédit, on en parle beaucoup. Malgré quand même pas mal d'irrégularités concernant donc la liste, on a vu qu'il y avait des dates de naissance qui étaient erronées, etc., etc. Mais quand même 60 candidats, donc voilà, les Ivoiriens sont intéressés, les Ivoiriens souhaitent le changement. Moi, je ne verrais pas de cette manière et je trouve même ça triste par rapport, ça montre surtout les limites de la CEI en fait. La CEI n'est qu'un finalement un réceptacle.
sans pouvoir. Et à la limite, on peut même éliminer la CEI, aller déposer directement son dossier au Conseil constitutionnel et à eux de faire le tri. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait qu'on revoie le processus électoral. 60 candidats, en sachant que même parmi les candidats, il y a des personnes qui savent qu'ils ne seront pas éligibles, parce qu'on a vu des jeunes de moins de 35 ans, ou un jeune en particulier moins de 35 ans, mais il est venu quand même déposer, en sachant que ça ne passerait pas. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie le processus électoral et qu'on donne beaucoup plus de, comment on va dire, de pouvoir, de décision surtout à la CEI, ce qui fait que dès qu'on passe par la CEI, c'est la CEI qui contrôle effectivement les dossiers qu'ils pourront remettre au Conseil constitutionnel et qui pourront éliminer certains. C'est pour ça qu'on peut voir d'autres candidatures où il y a eu une personne qui avait juste sa pièce d'identité. Donc c'est pour vous dire que ça ne fait pas sérieux. Et attention, hein, parce qu'on le dit, la CEI a accusé réception des dossiers complets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 60 dossiers complets. Oui. Donc pour la CEI, le dossier de M. Tidjane Thiam est complet? Oui. Et oui. Il n'est pas sur la liste électorale? Oui, mais il est complet. En fait, il est complet. Il a ramené toutes les pièces nécessaires pour pouvoir déposer son dossier. Sauf le fait qu'il ne puisse pas, qu'il n'est pas dans la. C'est pour ça que c'est le Conseil constitutionnel ça, qui va statuer sur cela. Moi, j'aurais voulu que la CEI ait plus de pouvoir directement et à trancher directement et le déposer au Conseil constitutionnel éventuellement. Bien sûr, bien sûr. Vous en pensez quoi, monsieur Camara? Oui, alors je pense que c'est que Baba dit, ça peut avoir un avantage, mais aussi un inconvénient. C'est vrai que l'avantage, si la CEI était un petit peu déjà faisait office de filtre, donc ça permet donc de donner au Conseil constitutionnel le rôle d'instance de recours, comme c'est le cas par exemple ailleurs, notamment au Cameroun. Et ça explique pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension. Voilà. Donc, Baba, vous n'êtes pas le seul. Alors, en même temps, l'inconvénient, c'est que si la CEI fait ça, et comme la CEI est déjà fustigée comme une instance instrumentalisée par le pouvoir, comme étant trop politique, donc si elle fait office de filtre et qu'elle recale d'emblée certains candidats, donc là, ça peut aussi envenimer les choses. Non, sur la forme, donc, je parle. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai pas 35 ans, je ne prends pas ton dossier. Oui. Alors, après, les conditions, peut-être qu'il faudrait peut-être revoir, je suis d'accord avec toi dans ce cas-là, les conditions de recevabilité des candidatures, en disant, mais parmi les conditions, il ne suffit pas de pouvoir produire toutes les pièces pour demander, mais il faudrait aussi que d'autres critères soient remplis, notamment être déjà sur la liste électorale. Alors, je pense que si ces critères-là étaient appliqués, la CEI n'aurait pas accepté de prendre le dossier de M. Gbagbo et de M. Tidjane Thiam. Or, justement, en tout cas, la patate chaude, elle est un petit peu remise au Conseil constitutionnel. En tout cas, ce n'est pas le cas. Les dossiers ont été reçus, ont été acceptés. Et donc maintenant, on attend donc, la réponse définitive donc, du Conseil constitutionnel qui va arriver donc, le 10 septembre prochain. On sait que c'est un moment très, très attendu donc, en Côte d'Ivoire, mais aussi partout sur le continent africain. Alors déjà, le fait que Gbagbo et Thiam donc, soient sur la liste provisoire, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que les militants sont contents? Parce que oui, on a vu quand même des militants, beaucoup de personnes prendre la parole et dire oui, on est content qu'il y a eu quand même une réception du dossier. Vous en pensez quoi? Oui, fausse joie ou joie? Écoutez, la joie, on peut la comprendre parce que beaucoup peut-être se seraient attendus au fait qu'il n'y ait pas du tout leur nom. Maintenant, c'est une joie, il faut être quand même prudent parce que ça peut être une joie qui peut être de courte durée. Le 10, c'est déjà dans quelques jours. Reste à voir si leurs noms seront inscrits sur la liste définitive. On ne sait pas de quoi est capable le régime Ouattara. Il y a quelques temps, je me souviens, on était tous ici, on ne parierait pas sur le fait qu'il allait se présenter. Il s'est présenté. Reste à voir jusqu'au 10 ce qui va se passer. Exactement, sachant que pas mal donc, de ces candidats ont dénoncé donc, la candidature de Alassane Ouattara en disant comme quoi c'était son 4e mandat, etc., etc. Donc vous en pensez quoi, le fait qu'il y ait les noms de Gbagbo et de Thiam sur la liste provisoire? Parce que ce n'était pas forcément logique qu'ils y aillent, parce que étant donné qu'ils ne sont plus sur les listes électorales, comme Baba le dit, ils auraient pu dire quel est l'intérêt pour nous de déposer quand même notre dossier. Pour le coup, ils l'ont fait pour éviter éventuellement qu'il y ait un problème après, s'il y a un changement de situation. Oui, mais moi je pense que c'est un petit peu reculer le problème, un petit peu une fuite en avant, parce que si vraiment le Conseil constitutionnel venait à invalider les deux candidatures comme on s'y attend, en disant ils ne sont pas sur la liste électorale, et que donc si on n'est pas électeur, on ne peut pas être éligible, évidemment, et donc ça risque de cristalliser les tensions, d'autant plus que les partisans, moi si je suis militant du PDCI-RDA, ou du PPCAI, je dis, ben voilà, mon candidat, il est sur la liste, son dossier a été accepté, donc je ne comprendrai pas pourquoi est-ce
il est recalé finalement et qu'il ne puisse pas être... Donc pour vous, l'amalgame se fait plus auprès des militants finalement qui ne sont pas forcément attentifs à tous les détails politiques, administratifs, etc. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de pédagogie puisque justement les candidats en question, justement, puisqu'ils jouent le rapport de force avec le pouvoir, donc eux, ils ont eu intérêt à ne pas faire de pédagogie pour dire aux gens, oui, calmez-vous, n'exprimez pas votre joie parce que rien n'est joué. À quoi s'attendre? Est-ce qu'il est possible que le Conseil constitutionnel donc, valide les candidatures de Gbagbo et de Thiam? Moi, je pense je pense que c'est possible, surtout que derrière ça, je pense qu'il y a la volonté de ne pas créer aussi de tension, surtout s'ils savent qu'il n'y a pas de raison vraiment tangible qui les empêche de se présenter. Il y a eu déjà quelques tensions avant ça. Je ne pense pas qu'à quelques mois, là, à quelques semaines des élections, on va prendre le risque de mettre le pays sous tension, surtout que la Côte d'Ivoire a un réel passif par rapport à ce genre de situation. Donc, je ne pense pas. Donc selon vous, ils ont appris de l'histoire et ne vont pas réitérer cela. Baba, vous en pensez quoi? Est-ce que vous y croyez à cela? Non, je pense que même les candidats eux-mêmes savent que le Conseil constitutionnel ne va pas les valider. Je pense qu'eux-mêmes, ils le savent. C'est pour ça que ça se prépare. En fait, tout ça vient de ces sentiments d'injustice. Je ne vois pas le Conseil constitutionnel valider les candidatures en sachant qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Or, si on veut être éligible, on doit être sur la liste électorale. Après, en ce moment, ça se joue sur des batailles juridiques. C'est vrai qu'on dit que la Constitution est au-dessus du code électoral et que la Constitution électorale, la Constitution ne pose que 3 choses: avoir 35 ans, être ivoirien et jouir de ses droits civils. Donc, il joue sur ça. Mais c'est vrai que c'est tous ces sentiments d'injustice. Parce que normalement, s'il y avait une véritable justice, on n'en serait pas là. Gbagbo aurait été sur la liste électorale, en tout cas serait candidat. Tidjane Thiam aussi serait candidat. Et le président, on lui accepte son petit deuxième mandat, mais on n'en serait pas là. Sauf que là, il y a ce sentiment d'injustice. Et malheureusement, ça a conduit à comment on appelle ça, l'emprisonnement, le kidnapping ou l'enlèvement de Ziggy, qui disait juste le 10 septembre, soyons tous rassemblés, mobilisés avec nos drapeaux. Et ils ont interprété ça d'autrement. Il y a tellement... Effectivement, la tension, elle est palpable, comme on a pu le dire. Et on réitère ici sur le plateau. Donc, je vous donne la parole à vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a une possibilité, quand même si elle est infime, eh bien, que soit inscrit sur les listes électorales Thiam ou Gbagbo? Alors, peut-être qu'il y a une occasion qui est donnée à Alassane Ouattara, encore une fois. Bien sûr. Donc, Baba, de pouvoir se racheter. Non, lui, c'est après. De pouvoir se racheter, notamment, même s'il a refusé le dialogue politique qui aurait permis de réintégrer notamment ces 2 ténors de l'opposition. Peut-être que... Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il semblerait que la présidente du Conseil constitutionnel est une personne que lui a nommée, donc qui est, on va dire, entre nous, pas qu'entre nous, mais qu'il a un petit peu le contrôle sur le Conseil institutionnel. Donc, si l'argument politique consiste à dire que le Conseil constitutionnel est là aussi pour garantir en partie la stabilité de la Côte d'Ivoire et qu'elle ne va pas interpréter le droit de façon à ce que cela puisse entraîner la Côte d'Ivoire dans une situation catastrophique, donc le Conseil constitutionnel va avoir peut-être une autre lecture, mais à condition que ce soit Ouattara qui donne ce mandat de façon implicite au Conseil constitutionnel. Donc là, les militants du RHDP vont vous dire que ce n'est pas Ouattara qui fait les lois, ce n'est pas Ouattara qui décide, mais c'est le Conseil constitutionnel qui est censé être libre et indépendant. Oui, sauf que le Conseil constitutionnel, on sait bien que la personne qui préside le Conseil constitutionnel a été nommée par Alassane Ouattara, ce qui est normal, c'est le président de la République, mais qu'il a le contrôle sur cette institution. Est-ce que le contrôle n'est pas simplement éventuellement de amnistier Gbagbo? Là, effectivement, voilà, mais parce le contrôle. Parce que techniquement, si le Conseil constitutionnel dit OK, aujourd'hui, on accepte que ces 2 personnes que leur candidature soit validée, concrètement, comment fait-on pour les réintégrer dans la liste électorale et qu'ils puissent justement concourir? Parce que je ne sais pas si on peut voter pour quelqu'un qui lui-même n'a pas le droit de vote.
Enfin, à qui on interdit la possibilité de vote. C'est ce qui rend un petit peu l'équation compliquée. Et c'est pour ça que j'ai dit, à moins que Ouattara ne se rachète, mais je pense qu'il n'a plus l'opportunité de le faire. Et moi, je crains que le Conseil vienne valider ce qui avait déjà été acté. Donc pour vous, ils vont invalider, les voilà. candidatures de Gbagbo et de Thiam. Et puis ils ne vont pas se mettre... parce qu'il faut voir la jurisprudence 2020. Rien n'a changé pour le cas de Gbagbo et le Conseil constitutionnel avait invalidé la candidature de Gbagbo en 2020 parce qu'il n'était pas sur la liste électorale. Donc 5 ans après, je ne vois pas le Conseil constitutionnel sortir autre chose, se rétropédaler. Par contre, le seul moyen, ça va être du côté présidentiel, c'est-à-dire une amnistie. En tout cas, ça va être une volonté politique et ça ne sera pas dans le cadre juridique pour moi. Malgré tous leurs propos, vous y croyez quand même Écoutez, moi je pense que si on part du principe que ce serait une volonté politique du président Ouattara, moi je pense que c'est possible parce que Ouattara, avant l'été, il a fait une démonstration de force au stade Ibimpe. Voilà. Il est sûr de lui, ses partisans sont sûrs de lui. Donc je pense qu'il se dirait, ok, je sais que le chemin vers la victoire il est déjà tracé, je vais faire concourir les autres pour essayer un peu d'arrondir les angles et d'éviter de créer, même à l'échelle internationale, des polémiques inutiles. Scénario plausible ? Oui, enfin, je ne crois pas trop à ce scénario. Pourquoi? Parce qu'il l'aurait déjà fait. Il aurait déjà pris les devants, notamment tout simplement en faisant une loi d'amnistie. Ou en disant exceptionnellement, comme le Conseil de droits de l'homme a demandé, en disant, bon voilà, la Côte d'Ivoire respecte ses engagements internationaux et au nom de la paix civile, moi j'accepte que ces deux personnes soient sur la liste électorale et en ce moment-là, il est sûr de gagner parce qu'il a un bilan à défendre où il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai l'impression que Ouattara n'est pas du tout sûr de lui, contrairement à ce qu'on peut estimer. Et voilà, l'impression qu'on a, c'est qu'il empêche coûte que coûte. Peut-être, il n'a peut-être pas peur de Tidjane Thiam, mais je pense qu'il a réellement peur de quelqu'un comme Gbagbo. En tout cas, c'est mon sentiment. Et on n'est pas non plus dans une situation exceptionnelle. En fait, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que je dis que la CEI, c'était plutôt côté un peu, excusez-moi du terme, folklorique. Donc on savait que quelle que soit la décision du CEI, on peut passer outre. Par contre, là, le 10 septembre, c'est vraiment une date fatidique. C'est là où on se pose la question, et l'après, qu'est-ce qui peut se passer? Et on a vu là, même au niveau du PPACI, que si jamais le candidat Gbagbo n'est pas validé, il y aura une confrontation politique. Ils disent bien confrontation politique. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons même pas, ils attendent tous le 10 septembre. Exactement. Les médias aussi. On confirme, on a tous vu l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Dernière chose, il y a une phrase de Adama Bictogo qui disait, et ça, cette phrase, quand il l'a dit chez nos confrères de TV5, il avait dit, vous savez, si jamais, entre guillemets, il y avait des émeutes, en tout cas une situation très critique, le président Ouattara, qui est humaniste, pourrait prendre des décisions qui vont amener à l'apaisement. Et c'est cette phrase que je me suis dit, c'est possible que, mais à condition que, et on ne voudrait pas que cette condition arrive. Très bien. Et c'est vrai qu'on insiste sur ce point-là parce qu'on reprend quand même les prises de parole de M. Gbagbo qui disait, quoi qu'il en soit, Alassane Ouattara ne fera pas de quatrième mandat. Donc il a été quand même assez vindicatif lors de sa prise de parole en disant vraiment à ses militants, il n'y aura pas de quatrième mandat. Donc c'est vrai que là, l'opposition, elle est très très claire. Le 10 septembre... si Ouattara va quand même aux élections, eh bien aujourd'hui il aura face à lui donc quand même Gbagbo qui refuse qu'il y aille. Et si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est un deuxième point de confrontation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut être que inquiet de la situation en Côte d'Ivoire et se dire que le 10 septembre effectivement ça sera une date fatidique qui peut tout faire basculer. Tout à fait. Oui, après ça peut être un élément de négociation, c'est-à-dire que si Ouattara sait que Gbagbo entre autres conteste le fait que lui puisse se représenter à nouveau pour ce quatrième mandat, il peut dire ok, moi on fait un deal, je vous laisse concourir, mais en même temps moi aussi ça me donne la légitimité de me présenter. Donc parce qu'on est tous voilà. Et en ce moment-là ça peut être un deal entre lui et Gbagbo et ça peut permettre de faire baisser la tension et notamment de faire accepter par Gbagbo et ses partisans le fait que lui, il puisse encore se présenter. Mais si jamais, je suis d'accord avec vous Aïcha, si jamais il dit non seulement, mais moi la loi c'est la loi, c'est le Conseil qui a invalidé Gbagbo,
moi, il n'y a pas de problème. Moi, Alassane, je suis légitime parce que la manière dont moi j'ai interprété la loi, hein, comme on voit avec l'essai que les opposants disent, mais moi, ce n'est pas un 4e mandat, mais c'est un 2e mandat parce que c'est une nouvelle république. Donc là, ça risque d'être un peu plus chaud. Il a plus d'avantages à laisser les autres candidats concourir, en sachant qu'en les laissant concourir, ça divise l'opposition. Et qu'il pouvait en profiter. Donc, voilà. Donc finalement, quand on récapitule, quand on réitère, quand on rappelle donc, ces différents points, finalement, est-ce que vous pensez que le 10 septembre est une date où, qui légitime des inquiétudes qu'on peut avoir ici sur le plateau, qu'on peut avoir sur le terrain, qu'on peut avoir à l'international? Vous en pensez quoi? Oui, clairement. La date du 10 septembre va être scrutée, et forcément, parce que c'est soit la matérialisation de tout ce que tout le monde craint, soit la preuve que Ouattara est un fin stratège et que quelque part, il va vouloir se dire « Ok, je suis prêt à les laisser concourir » pour éviter aussi quelque part qu'il y ait un scénario que tout le monde redoute. Surtout que Ouattara, c'est quand même pas mal, durant, je me souviens, son meeting qu'il avait fait au stade Ebimpe, il a beaucoup mis en avant le fait qu'il a quelque part apporté la paix, une stabilité. Et je pense que c'est ce qu'il va vouloir défendre jusqu'au bout. Et cette stabilité, c'est aussi le port-étendard d'un peu de son bilan. Donc il peut y avoir des surprises, c'est ce que vous dites. Effectivement, il peut y avoir des surprises d'une manière ou d'une autre. Comme aussi, peut-être qu'on va invalider Thiam et garder Gbagbo. Ou le contraire. Voilà. Le contraire. Donc, ça peut être des scénarios qui semble comme ça. un peu plus probable et plus Exactement. simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, c'est clairement dit que M. Thiam est ivoirien. Donc il a reçu son certificat de nationalité, donc il l'a bien en main. C'est juste que au niveau des dates, ça ne coïncide pas malheureusement. Mais aujourd'hui, il est très simple de valider la candidature de M. Thiam. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario possible, Babadem? Je pense même que c'est possible d'avoir ce scénario. Invalider l'un et valider l'autre. Après, ça se joue. L'amnistie, ça permet à. Comment il s'appelle? À Gbagbo d'y aller. Et Tidjane Thiam, on le met de côté, de côté. Soit on ne met pas l'amnistie, mais on accepte la révision de la RLE ou l'intégration ou bien des vices de procédure. On accepte Tidjane Thiam entre. Et là, ça isole effectivement Gbagbo. Mais sauf qu'entre les deux, Gbagbo est le plus vindicatif. Gbagbo, on l'entend, et c'est assez clair, on sait ce qu'il veut, comment il le veut, etc. Et c'est quoi la position de Thiam? La position de Thiam, c'est de dire, si tu es un homme, en gros, laisse-nous concourir, on verra bien. La stratégie de Thiam, c'est de pousser donc Ouattara, donc avoir un sursaut d'orgueil en disant, ok, présente-toi bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a des possibilités qui une interprétation de la loi qui permet de réintégrer Thiam, ne serait-ce que pour montrer à Thiam que lui, Ouattara, politiquement... Pour vous, ça serait le plus probable de faire revenir donc, dans l'arène M. Thiam plutôt que M. Gbagbo? Voilà, tout à fait. En même temps, je suis d'accord avec ce que dit M. Dos Santos, Stéphane, c'est justement... au moins, ça serait un bon coup stratégique s'il laissait tout le monde se présenter, parce que beaucoup de gens sont partis en disant... comme il se pourrait que nos candidats ne soient pas validés, par exemple Billon et comment il s'appelle Billon qui a créé son parti politique, qui s'appelle CODE, CODE. Donc, et le fait qu'il y ait Afin Guessan, qu'il y ait Simone Gbagbo, etc., fait que si demain tout ce monde-là devait concourir, dans tous les cas, ça va disperser les voix de l'opposition et ça garantit donc la victoire pour Ouattara. Mais bon, je ne pense pas qu'il soit vraiment dans cette disposition d'esprit. Hein. Donc, comme le dit Stéphane, voilà. il peut y avoir des surprises. On ne sait pas à quoi s'attendre. Octobre, c'est demain, mais c'est aussi dans plusieurs semaines. Donc, à voir. Après, c'est vrai, encore une fois, j'insiste sur le côté un peu très remonté de Laurent Gbagbo, notamment quand il voit certains de ses cadres se faire arrêter, parce que voilà, ça commence un petit peu à chauffer donc, en Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, on prône l'apaisement, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que M. Ouattara l'a dit et a rappelé comme quoi il souhaite un climat apaisé, il a ramené la paix dans ce pays-là et il souhaite la conserver. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Donc on va attendre le 10 septembre. Donc selon vous, rapidement pour nos téléspectateurs. Validation des deux candidatures. Validation de l'un. Validation de l'un. Moi, pareil, soit validation des deux, soit la validation de l'un et validation de l'autre. Donc, moi, je pars sur au moins une validation. Au moins une validation. Mesdames et messieurs, les dés sont jetés. On verra qui remportera donc la palme, on va dire. Allez, on continue, mesdames et messieurs, avec le deuxième sujet. Et cap pour le Cameroun. On regarde une vidéo et puis on revient.
À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun, les Nations Unies ont appelé le gouvernement à garantir un scrutin libre et transparent. Alors que plusieurs incidents récents suscitent des inquiétudes quant à la tenue d'un processus électoral équitable. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement du Cameroun à garantir un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et véritable. Un accès équitable à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentiel. Jeremy Lawrence, porte-parole du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a attiré l'attention sur les restrictions croissantes imposées aux partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. De retour sur le plateau présidentiel sous tension, peut-on encore parler d'opposition face à Paul Biya? Cameroun, octobre 2025, Paul Biya, 92 ans, président depuis plus de 42 ans, brigue un nouveau mandat, c'est officiel, mesdames et messieurs, mais cette présidentielle est déjà marquée par la controverse. Maurice Kamto, principal challenger, a été exclu du scrutin, mesdames et messieurs. Vous le savez, dans les rues, les manifestations sont réprimées, les arrestations se multiplient et la prison de Kondengui reste le symbole d'un pouvoir qui enferme ses opposants. L'ONU dénonce un espace civique réduit, les ONG parlent de mascarade électorale. Alors, peut-on encore parler d'élections crédibles au Cameroun? Le camp Biya a-t-il enterré l'opposition? Ou alors, tout peut encore arriver au Cameroun? Voilà les points du second débat avec nos co-débatteurs. Alors, que va-t-il se passer? Donc, on l'a dit, c'est officiel, Maurice Kamto est exclu de cette élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2025. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, Baba, Stéphane? Bien sûr, en fait, c'est même pas une surprise. Et là, à l'entame des propos, on a dit que voilà, il y a certains instituts qui parlent d'élections plus ou moins bridées, en tout cas la légitimité de l'élection. Mais ça, on le sait, et puis ils vont le dire même après l'élection. Donc là, il n'y a pas de surprise. On sait que les élections, on ne va pas dire mascarade parce qu'il vaut mieux faire attention à nos mots, mais je cherche un synonyme de ça, mais en fait c'est fait. Aucune surprise pour vous? Aucune surprise, malheureusement. On savait ce qui allait se passer. En plus, malheureusement, c'est que Kamto, on pouvait penser qu'il y aurait eu un consensus, une mobilisation autour de lui, et je remarque plutôt que et l'opposition et les gens du pouvoir voulaient écarter coûte que coûte Kamto et laisser Kamto avec son parti. Donc le seul moyen, pour moi, en tout cas au niveau légal, de créer une alternance ou de pouvoir battre le parti au pouvoir, c'était effectivement une union sacrée autour de Kamto. Ce n'est pas le cas, on dirait que les gens sont contents, ils cherchent les quelques voix de Kamto. C'est dommage et on sent même une résilience. Donc il n'y a aucun indicateur pour moi qui me dit qu'on assistera à quelque chose, en tout cas à un retournement de situation. Les dés sont déjà pipés. Donc, Je me tourne vers vous, docteur Camara, parce que le Cameroun, vous connaissez bien. Et qu'en pensez-vous? C'est vrai que tout récemment, sur le plateau, vous étiez plutôt positif en vous disant comme quoi il y allait avoir un sursaut donc, de la part des Camerounais, que les choses pouvaient changer, que Maurice Kamto allait concourir, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez encore? Oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant ce qui s'est produit finalement, parce qu'on aurait pensé peut-être que le fait que sa candidature a été rejetée, qu'il puisse avoir au moins une mobilisation en sa faveur, au moins de la rue, de ses partisans, et que certains ténors de l'opposition puissent aussi apporter leur soutien à Kamto. Alors, ou à défaut, que Kamto puisse lui-même se dire « ce n'est pas très grave, malgré tout, j'ai une légitimité que je vais utiliser pour essayer, moi, de faire rassembler l'opposition pour qu'il y ait une alternance coûte que coûte, et qu'on retrouve ensemble un candidat parmi les personnes qui ont été validées et que ce candidat puisse faire consensus, puisse rassembler pour qu'on puisse battre Biya. Or, mais on n'en est pas là encore, apparemment. Non, mais il semble que ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu des tentatives, je pense début août, il y a eu quelques tentatives de rassemblement de l'opposition camerounaise qui n'ont pas du tout abouti parce que chacun joue un petit peu sa carte personnelle, et notamment les deux candidats du Nord, Bello et Bakary. Donc chacun joue sa propre carte, et surtout que Bello joue sur le fait que lui, étant un peu plus âgé, donc il essaie de faire jouer la carte de dire, moi, si les gens votent pour moi, dans tous les cas,
ça ne serait qu'une période de transition parce que moi, je suis âgé, je ne ferai qu'un mandat de 5 ans et mon rôle, ça serait justement de préparer une transition vers une vraie alternance. Bon, apparemment, ce scénario-là n'a pas l'air de porter ses fruits parce que apparemment d'autres candidats seraient toujours dans l'optique de se présenter. Maurice Kamto parle de crimes politiques concernant donc sa candidature. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est légitime de dire cela aujourd'hui quand on constate tout ce qu'il se passe, sachant que quand même, il faut le dire ici sur le plateau, il avait quand même apporté des preuves probantes concernant le fait qu'il avait eu une mascarade, qu'il avait eu une organisation contre lui et que voilà, il avait eu quand même des audios, etc., qui pouvaient éventuellement faire en sorte que sa candidature ne soit pas invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu, ça n'a pas abouti. Vous en pensez quoi? Peut-on parler de crime politique? Moi, je pense qu'on peut comprendre ses propos. Et moi, je dirais même que c'est un crime politique à double niveau, au-delà même de Kamto. Ceux mêmes qui sont censés élire les gens au pouvoir, quand on voit la manière dont ils sont matés, aujourd'hui, le régime qui est au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression qu'il écrase et il impose de force. Donc moi, je suis totalement raccord avec les propos de Maurice Kamto. Et je déplore aussi une chose que j'ai entendu dire ici mes copanélistes, c'est que dans ce genre de moment, l'opposition, normalement, doit faire bloc pour se mettre du beau côté de l'histoire. Mais il y a trop de velléités, de gloire personnelle. Alors, ça peut se comprendre pour faire étendre le champ d'action de son parti politique. Mais est-ce que, quand on est face à un régime qui est au pouvoir depuis aujourd'hui plus de 4 décennies, on pourrait ne pas se ranger autour d'une personne, ne serait-ce que pour nous libérer, pour s'émanciper du joug de quelque chose? Et ça pousse un peu à re-questionner la maturité, parfois, de ceux qui font la politique, c'est-à-dire le peuple en dessous de ce pays-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a pas eu de réaction concernant la validation de Maurice Kamto parce que tout simplement, les Camerounais ont peur? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Non seulement les Camerounais ont peur, mais que les Camerounais sont un petit peu désabusés. Ils se disent, ben voilà, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, le pouvoir, c'est qu'il y a les gens, vraiment, les gens en ont marre. La majorité des Camerounais, ils en ont marre de ce régime. Ils voudraient bien qu'il y ait un changement. Mais malheureusement, vous voyez, ils ne trouvent pas. L'opposition, c'était à l'opposition de donner cette opportunité au peuple camerounais donc pour que vraiment il y ait un changement. Or, malheureusement, l'opposition camerounaise ne s'est pas mise dans cette position. Et donc, du coup, c'est qui va jouer. Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'un candidat du Nord ait plus de chances parce que, électoralement, le Nord, c'est 40% d'électorat, ils disent. Alors, à condition qu'entre eux, ils s'entendent et que l'un laisse un petit peu la place à l'autre. Et en ce moment-là, que tous les soutiens de Kamto puissent voter pour ce candidat, peut-être là, il y aurait une chance. Sinon, telles que les choses sont parties, je pense que même sans truquer les élections, je pense que Biya a toutes les chances de gagner. Est-ce que finalement aujourd'hui, en voyant tout ça, en voyant même que l'ONU donc tape entre guillemets du poing et que finalement il y a peu d'effets sur le terrain, est-ce qu'éventuellement c'est une voie qu'il faudrait creuser pour décanter un petit peu la situation? Baba, vous en pensez quoi? Le Cameroun est connu pour, quelles que soient les condamnations qu'on va leur mettre, je pense qu'ils y vont, il n'y a pas de souci. Mais le problème de ces dérives, c'est que je pense que même le régime sait que c'est en jouant sur la carte de la division. Et malheureusement, on entend beaucoup de stigmatisation, d'ethnicisation, et même l'interprétation de l'ethnicisation quand Libri Cabral parle de du fédéralisme communautaire. Tout de suite, on a pensé effectivement à ce qu'on appelle l'ethnicisation. Dès qu'on parle de Kamto, on pense à l'ethnie dont il est Bamileke généralement. Et surtout, les gens ne prennent pas en compte les réseaux sociaux. Autant on parle des médias, mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une hausse de ces paroles d'ethnicisation. En tout cas, je pense que le pouvoir joue sur ça pour la division. C'est-à-dire le pouvoir divise les Camerounais pour pouvoir finalement... absolument, parce que là, la division, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une union sacrée, Cabral Libri d'ailleurs, son porte-parole a dû revenir en disant que oui, effectivement, qu'ils se sont trompés sur le mot, en tout cas qu'ils demandaient pardon par rapport au fédéralisme communautaire. Et en plus de cela, il y a le Nord, il y a le problème des anglophones aussi de l'autre côté, et ces divisions attisent tous ces types de problèmes. Donc le régime joue sur la carte de la terreur,
Et je pense que ils vont passer outre. C'est ça qui est dommage. C'était une union sacrée, ils ont trouvé la bonne voie pour diviser, pour ne pas... Néanmoins, beaucoup ne lâchent pas. Il y a la diaspora quand même qui essaie de se mobiliser. Tout récemment, il y avait Madame Calixte, qui était au micro et qui expliquait comme quoi ils n'allaient pas baisser les bras, les intellectuels du Cameroun se réunissent derrière un drapeau pour pouvoir tout simplement faire basculer les choses. Et ils y croient. Donc ils y croient fermement. Est-ce que vous pensez que cette diaspora, ces intellectuels, ces différentes unions qui sont aujourd'hui peut-être divisées, mais qui essaient de se rassembler sous un seul étendard, vont pouvoir éventuellement changer la donne? Moi, je pense que là... pour l'enjeu qui est celui des élections, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Sur du long terme, oui, pour essayer de faire évoluer les mentalités. Pour vous, la diaspora n'a pas de pouvoir, ne peut pas éventuellement changer la situation? Son pouvoir n'aura pas d'impact sur les élections qu'il y a là. Par contre, le pouvoir que la diaspora, de concert avec ceux qui sont sur place, peut avoir, c'est dans le changement des mentalités. Vous voyez, là où les dirigeants ont échoué, la diaspora peut essayer d'insuffler un vent nouveau. Est-ce qu'elle ne peut pas impulser quelque chose? Parce qu'encore une fois, les élections, c'est en octobre. Il peut se passer encore pas mal de choses. Est-ce que de l'extérieur, quelque chose peut être impulsé et finalement donner envie au changement? Vous ne croyez pas? Oui, je dirais oui et non, parce que la diaspora, malheureusement, camerounaise, elle est un peu plus désarmée que les autres diasporas, puisqu'on sait bien, on ne va pas revenir sur ces questions de nationalité, mais tous les Camerounais qui se sont intégrés ailleurs, et notamment en optant pour une nationalité dans leur pays d'adoption. Exactement, la double nationalité n'est pas tolérée. La double nationalité n'est pas tolérée, donc sont d'emblée exclus par rapport à ce mécanisme-là. Donc ça, le pouvoir ne va pas hésiter à utiliser ces instruments contre cette diaspora, y compris pour un petit peu la délégitimer vis-à-vis de la population. Donc ça, c'est un élément. Mais surtout, moi, j'ai vu que ces derniers jours, il y avait même une polémique dans cette... alors, pas simplement dans la diaspora, mais dans un petit peu, on va dire, entre les intellectuels, il y a quand même ces débats-là. Donc, on parle beaucoup au Cameroun en disant qu'il y a un vrai tribalisme, il y a une vraie discrimination contre les Bamileke, parce qu'il y a une déclaration de l'historien que vous connaissez, Achille Pembe, et d'autres disent non, c'est pas vrai, il ne faut pas instrumentaliser les Bamileke. Donc voilà, donc quand on voit ce type de débat, je crains que la diaspora ne puisse pas échapper à ce type de controverse aussi. Donc tout va se passer à l'intérieur et il faut un leader pour que les choses puissent changer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que Maurice Kamto peut jouer ce rôle de leader et éventuellement changer la donne? Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre. Moi, je pense que, du moins, si on parle du tribalisme, la personne qui aurait pu changer ça, c'est Paul Biya. Pourquoi je vous dis ça? Au Congo, il y avait, à l'époque, au Zaïre, il y avait un phénomène pareil, avant avec Mobutu. Mais Mobutu a instauré l'union zaïroise. À l'époque des Zaïrois, il n'y avait pas les ethnies, les Balouba et tout ça, c'était le Zaïre. Vous voyez, et pourtant, Mobutu est réputé pour être à peu près ce que Biya est aujourd'hui au Cameroun. Donc je pense que l'exemple devait venir d'en haut, parce que le peuple ne respecte que la force. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui va venir instaurer un vent nouveau d'un point de vue mentalité. Moi, je pense que ça devait venir d'en haut. Donc, si les choses doivent changer, il faut que ceux qui vont soit succéder à Biya ou Biya version 2025 au pouvoir après les élections, qui puissent maintenant essayer, avec l'appareil qui l'entoure, d'instaurer ça au niveau de la population locale. Oui. Maurice Kamto, malgré son invalidation, promet de continuer fortement son combat démocratique, donc il insiste dessus. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le positionnement qu'il a, vous considérez que, pas la guerre, mais c'est enclenché? En tout cas, il n'a pas désigné de candidat auquel il va soutenir. Ce que la plupart des opposants attendent, ils attendent que Maurice Kamto se positionne en disant « je vais soutenir tel candidat ». Sauf que, et je ne suis même pas sûr que ses partisans vont suivre s'il doit faire un mot d'ordre. Après, là où je rejoins Stéphane, ça va être l'après-Biya. Tout simplement, ça va se jouer sur l'après-Biya. Kamto peut... il ne faudrait pas qu'il se retire de la scène politique parce qu'il est désabusé ou quelque chose comme ça, mais il peut devenir en tout cas cette personnalité focale et essayer d'avoir un discours rassembleur, en tout cas avoir son mot à dire. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu retiré. À moins qu'il recule pour mieux sauter. J'espère pour lui, et puis de voir à l'international. Après, juste pour revenir rapidement sur le rôle de la diaspora,
ils n'ont aucun poids électoral, je veux dire, au niveau des chiffres. Et si vous nous dites que l'ONU même a dénoncé certaines dérives et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de changement, c'est que la diaspora met une lumière sur des injustices. Si l'ONU est partie, d'autres ONG ont mis cette lumière. Mais après, ça peut faire ça fait c'est-à-dire l'ONU, plus la diaspora, plus les militants. Pas avec ce régime. En tout cas, une alternance ne se passera pas par les urnes. Vous n'y croyez plus. Pas par les urnes. Vous n'y croyez pas. Donc, finalement, quelle posture devrait adopter Maurice Kamto, qui aujourd'hui est invalidé, certes? Est-ce qu'il doit continuer à se battre pour tout simplement faire valider donc sa candidature? Est-ce qu'éventuellement il doit chercher à tout prix à se rattacher avec un autre parti pour pouvoir éventuellement faire pas plus cavalier seul, mais cavalier avec d'autres? Enfin, cavalier seul, il ne l'a jamais fait. Mais que peut-il faire? Oui, mais moi je pense que c'est vrai que les hommes politiques en Afrique, ils doivent aussi se dire que la démocratie, ce n'est pas que, ou les élections, ce n'est pas que l'élection du président de la République. Donc même si effectivement aujourd'hui il est empêché et qu'il reste légaliste, etc., mais il a une assise, d'accord, politique, il faudrait qu'il joue là-dessus, qu'il continue de se battre pour qu'au moins, après les élections présidentielles, lors des élections législatives et locales, que son parti puisse vraiment avoir plus de poids, et ça permet de préparer l'avenir. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être dans 5 ans, et dans 5 ans, il serait dans une position où politiquement on ne peut plus l'empêcher d'être candidat. Mais est-ce que vous comprenez que les militants, que les Camerounais ne souhaitent pas entendre ces propos-là, savoir attendez 5 ans, on verra dans 5 ans. Aujourd'hui, oui, mais on peut se battre en disant partiellement aujourd'hui, il ne devient pas président de la République. Eux pensent aujourd'hui à savoir comment changer de système, comment faire en sorte que notre candidat soit candidat, comment faire en sorte de changer la présidence. Eux, c'est ce qui les intéresse. Donc, Sauf que cette volonté n'est pas encore pas exprimée. Par exemple, dans la rue, on serait attendu à ce que la jeunesse soit plus populaire. Alors, évidemment, il y a la répression. Parce que s'il y a répression, ça veut dire qu'on sait que le risque d'un soulèvement de la jeunesse existe, bel et bien. Donc, pour l'instant, le pouvoir essaie de gérer ça en réprimant, etc., en faisant taire les personnes, etc. Mais s'il y avait vraiment une vraie mobilisation populaire, peut-être que Maurice Kamto, ça lui aurait donné beaucoup plus de courage. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce que Stéphane a un petit peu expliqué tout à l'heure, le fait que Biya lui-même, il a toujours joué la carte du tribalisme, parce que lui, il s'est dit, les gens du Sud l'ont toujours soutenu, et d'ailleurs, là, ils se sont dit, maintenant, on ne le soutient plus, parce qu'il n'a rien fait pour le Cameroun, et encore plus, même rien pour nous qui sommes du Sud. Et donc, il sait bien qu'il n'a plus son assise à lui. Mais le fait qu'il arrive à continuer à opposer les Bamileke aux gens du Nord, les gens du Nord aux gens du Sud, il pense que politiquement, ça peut lui donner encore une chance, justement, de gagner ces élections-là. Donc maintenant, Kamto, lui, je pense qu'il devrait se mettre dans la position en disant, c'est pas grave, si je n'ai pas été candidat, c'est pas grave, on va se présenter à toutes les élections et on va voir, moi je vais tout faire pour amener l'opposition à s'organiser et on va voir objectivement quel est le candidat qui a le plus de chances de remporter contre Biya, ou à défaut en tout cas de faire tanguer. Voilà. Pour le coup, si je fais le parallèle avec la Côte d'Ivoire, où vous dites comme quoi finalement M. Ouattara est assuré de gagner, donc il pourrait laisser concourir donc, les challengers, est-ce qu'au Cameroun, si M. Paul Biya est assuré de gagner, pourquoi ne laisserait-il pas concourir Maurice Kamto? Est-ce que Maurice Kamto fait autant peur à Paul Biya au point de ne pas le laisser concourir? Parce que j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas gérés de la même manière. Pourquoi? Parce que Ouattara, on le voit, il est présent. Paul Biya, et beaucoup de gens pensent comme ça, c'est pas lui, c'est son entourage, les intérêts de son entourage. Donc c'est un peu compliqué. Là où Ouattara quand même est un peu futuriste dans sa manière de voir, Paul Biya, du haut de ses 92 ans, on n'a pas l'impression qu'il est, et c'est pour ça que les gens disent que c'est son entourage qui gère un peu la chose. Rapidement pour finir. Oui, pour finir, alors quoi qu'on dise, Aïcha, sur Ouattara, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Ouattara, il a un bilan à défendre. Depuis qu'il est là, il a fait quand même des choses qui sont identifiables, etc. Mais le bilan de Paul Biya est catastrophique. Donc pour vous, M. Biya a clairement peur de Maurice Kamto et que c'est un véritable challenger qui pourrait basculer donc le régime Paul Biya. Il sait que s'il y a des vraies élections, les Cameroun aujourd'hui, les Camerounais ne vont pas voter pour lui. Donc ça, c'est clair. Donc il n'a pas de bilan à défendre
il a laissé son pays dans une situation, enfin, il laisse son pays dans une situation catastrophique. En tout cas, le message est passé, mesdames et messieurs. On continue cette émission. Vous êtes dans l'Afrique, dans tous ces États. Et pour le coup, je pense que ça porte bien son nom. On continue. Destination maintenant le Bénin. Patrice Talon, l'exemple africain du moment, a choisi son dauphin. Continuité démocratique ou succession verrouillée? On regarde une vidéo et puis on revient. Au Bénin, le ministre des Finances Romuald Wadani, désigné candidat de la majorité présidentielle, âgé de 49 ans, il est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du président Talon depuis son arrivée au pouvoir. Une désignation qui confirme que l'actuel chef d'État ne briguera pas un troisième mandat. Romuald Wadani, il est âgé de 49 ans, est un pilier du système depuis que Patrice Talon a été élu en 2016. Patrice Talon, qui avait repéré en lui un profil hors norme, atypique, eh bien, lui remet les clés de l'économie et des finances. Et c'est donc sous son impulsion que le pays enchaîne les performances sur les marchés financiers, séduit et rassure les investisseurs et les partenaires internationaux. À ses côtés, Mariam Chabi Talata, actuellement vice-présidente du Bénin. Elle formera avec lui un duo pour briguer la présidentielle en avril 2026. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, Patrice Talon a aujourd'hui le vent en poupe, et oui, on peut le dire, il semble respecter la constitution béninoise en s'en tenant à 2 mandats et pas un de plus. Dans une sous-région marquée par les révisions constitutionnelles et les 3e mandats, ce choix renforce son image d'homme d'État attaché aux règles du jeu. Son bilan économique et institutionnel est reconnu et cela place son camp en position favorable pour 2026. Mais un défi se pose, son dauphin désigné, Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances depuis 2016, pourra-t-il transformer, mesdames et messieurs, cet héritage en victoire électorale? Et surtout, cette succession sera-t-elle un moment de continuité démocratique ou une simple passation de pouvoir verrouillé? Voilà, mesdames et messieurs, les questions du jour. Alors, oui, on peut aujourd'hui applaudir donc le président Patrice Talon, même si je sais que Baba va réagir de suite en se disant « j'attends de voir où êtes-vous convaincu ?» Oui, en fait, convaincu dans la forme, hein, parce que au moins, il ne laisse pas le suspense. Et deuxièmement, parce qu'on aurait pu se dire, bon, attention, il y a la jurisprudence Ouattara qui est passée, ou la jurisprudence des autres chefs d'État, mais au moins, il a verrouillé parce que le candidat qui le remplace c'est un duo. Donc, il y a la colistière derrière. Donc, si jamais, je ne le souhaite pas, et on essaye de toucher du bois, quelque chose arrive à Wadani, au moins, il y a la colistière désignée et Patrice Talon ne peut pas revenir derrière en disant, bon, bref, voilà le chemin. C'est pour ça que je pense qu'à ce niveau-là, c'est verrouillé. Il a aussi verrouillé autre chose et que je pense que beaucoup de... En tout cas, pour ceux qui veulent limiter vraiment 2 mandats, c'est Patrice Talon qui a mis cet article où on dit nul ne peut exercer 2 mandats au cours de sa vie. Au moins, ça clarifie les choses et il n'y a pas de... Au moins, juste à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas de... Voilà, exactement. Donc, et puis, il l'a dit lors de son premier mandat, il a dit lors de son 2e mandat, je ne me briguerai pas de 3e mandat. On arrive là, il y a quelques jours de cela, il a promis, au moins, on le félicite sur cette forme et que forcément, vu les exemples qu'on a autour, il devient un exemple. Après, sur le fond, on pourra en parler parce que je trouve quand même qu'il est plus fort au niveau de la stratégie politique. Parce que si on regarde de près le code électoral, on dit qu'il a été assez doué. Et en plus, le fait de choisir une personne qu'il connaît très bien, qui a été 10 ans ministre, et moi j'aurais préféré, en fait, parce que je suivais surtout Madame Tabala, je pensais que sa vice-présidente aurait été peut-être le choix pour devenir président. Or, cette vice-présidente est encore une fois colistière vice-présidente du candidat Wadani. Donc, bon. Affaire à suivre. On va donner la parole donc, à Stéphane Dos Santos. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut applaudir le président donc, Patrice Talon ou est-ce trop tôt ou tout simplement exagéré? Parce que finalement, il suit tout simplement les règles, à savoir, la Constitution dit qu'il n'y aura pas plus de 2 mandats, il suit les règles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'on sait la réalité du continent africain, on doit l'applaudir mais on fait attention. Vous en pensez quoi? Concernant Patrice Talon, moi je pense, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les artistes. Les élections ont lieu en avril 2025, avril 2026, pardon, on est déjà fin 2025. Le bilan de M. Talon,
on peut l'applaudir. Tout n'a pas été rose, mais il est incontestable. La transparence budgétaire du Bénin est à applaudir. Exactement, on peut applaudir Ouadani. Voilà, qui a on peut bien applaudir travaillé. Ouadani d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je pense que son choix, il est justifié. D'un point de vue économique, M. Talon a placé quand même le Bénin quelque part. Et aussi, il a illuminé la face du Bénin à l'échelle internationale en faisant du Bénin un pays africain qui ouvre ses bras aux enfants de l'Afrique à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue image, en tout cas, c'est quelque chose qui parle. Donc, et pour moi, on l'a vu aussi avec le Niger aussi. Hein. Oui, mais on ne peut pas comparer le cas du Bénin et du Niger. Et pour moi, il y a non, on ne parle pas de... C'est-à-dire qu'il y a des points noirs, effectivement, voilà, donc la relation avec le Niger, même s'il essaye c'est juste pour rebondir il ouvre la porte. Oui. Mais en parlant du Niger, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on lui reproche et qu'on lui reprochera, et peut-être qu'il regrette même, d'avoir poussé la CEDEAO à intervenir au Niger. C'est vrai que c'est un des points noirs qu'a Patrice Talon, mais néanmoins, il a essayé de se rattraper un petit peu. Donc je vous laisse finir. Et au-delà de ça, pour finir sur le bilan de Talon, au-delà de ça, moi ce que j'ai aimé, c'est que dernièrement, on sait toutes les tensions qu'il y a eu entre les pays de l'AES et le Bénin. Pour la fête d'indépendance du Bénin, il a ouvert ses bras aux pays de l'AES, il leur a dit de venir, ils ne sont pas venus, mais ça justifie au moins la posture qu'il a toujours défendue. Pour moi, c'est même responsable de sa part de vouloir que dans son parti politique, celui qui représente sa famille politique au présidentiel de 2026 soit quelqu'un qui, s'il est porté au pouvoir, ait un bilan qui parle pour lui. Donc pour moi, le choix de Ouadani, moi je le valide. Monsieur Ouadani, ministre des Finances depuis 2016, vous l'avez dit, brillant technocrate, soutenu par deux grands partis et par Talon lui-même. Donc selon vous, est-ce suffisant pour qu'il puisse devenir président du Bénin? Alors pour moi, en fait, c'est vrai que c'est tellement rare dans notre zone maintenant, des gens qui respectent la Constitution, qui tiennent parole, qu'on est obligé de dire bravo à Talon. En tout cas, d'avoir respecté son engagement en disant « je ne fais que 2 mandats, je ne vais pas essayer de faire comme les autres ». Bon, en même temps, il a aussi des exemples à côté, comme en Guinée, etc. On a vu ce que ça a donné. Alors même pour l'instant, on sait que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu différent. Bon, mais en tout cas, il a respecté son engagement et c'est quelque chose à saluer. Alors maintenant, moi, là où je pense que ce n'est pas très démocratique, entre guillemets, c'est alors de se mettre dans... Pas d'avoir désigné un dauphin, bon, mais politiquement, c'est-à-dire que le fait que cette personne soit un technocrate et que sa proximité avec les populations n'était pas encore quelque chose, en tout cas, de tout à fait tenu, et que petit à petit, il a commencé à aller vers les gens, notamment dans le cadre des tournées, bon, font qu'il a une légitimité à vouloir être candidat. Mais le fait que c'est soit le président qui est désigné... Pour vous, vous considérez que le processus démocratique n'est pas spécialement respecté, quoi. On devait laisser il devrait y avoir une primaire éventuellement. Alors, même s'il n'y a pas de primaire, on devrait quand même organiser ça au niveau du parti, plutôt que ce soit la personne du président qui désigne ce dauphin en disant parce qu'il a été mon ministre, parce qu'il a un bilan positif. Parce qu'il est mieux que lui, il a insisté sur ce point-là. Voilà, mais parce que l'opposition, justement, n'a pas du tout la même analyse. L'opposition pense que c'est dangereux pour le Bénin d'avoir un technocrate, parce que voilà, si on s'en tient aux équilibres macroéconomiques, etc., on dit c'est bien, le bilan est positif, le Bénin est bien noté par les institutions financières internationales, donc le Bénin, par sa politique, il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers, mais l'opposition va dire il y a eu aussi des inégalités, que ce type-là, alors je ne dirais pas que c'est un Macron bis, mais si on le laisse venir au pouvoir et qu'il y a cette continuité, et donc les conséquences sur le plan social vont être catastrophiques. Enfin, c'est le discours de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition, les démocrates, ils sont en train de chercher quelqu'un qui puisse être un petit peu, alors pas l'opposé, mais en tout cas qui puisse être le contrepoids, qui puisse... et ça serait qui? Ça pourrait être qui? Alors pareil, là, il y a une controverse, encore une fois, on se dit, est-ce que c'est Boni Yahi qui va désigner le candidat? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une controverse entre eux, puisque eux, ils veulent qu'il y ait une désignation démocratique, parce qu'il y a plusieurs prétendants donc, au niveau voilà, et qu'ils ne veulent pas que ce soit le chef du parti qui décide. Mais quoi qu'il en soit, ça ne sera jamais la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan de Patrice Talon, qui est plutôt glorieux, et forcément, quand il désigne à son dauphin, voilà, c'est plus plaisant, c'est plus entre guillemets, facilement suivable que s'il y a Iboni qui a fait 2 mandats aussi, qui a un bilan plutôt
mitigé, voilà, le poids sera forcément différent. Oui, mais c'est le profil du candidat. Après, le profil du voilà, oui, bien sûr. peut-être le candidat, je pense qu'il n'a pas un profil très politique. Il a un profil plutôt de technocrate. C'est un technocrate voilà, qui a bien fait son travail, mais néanmoins, est-ce que finalement... voilà, il y a non, mais pour moi, ça, je ne le crains pas, parce que quand Talon est arrivé au pouvoir, les gens qui critiquaient son arrivée, qu'est-ce qu'ils disaient? Que Talon n'avait pas un profil politique, que c'était un homme d'affaires. D'ailleurs, beaucoup ouvraient leur bouche et disaient qu'il gérait le Bénin comme on gère une entreprise. Donc, finalement, il y a des gens regardez le bilan aujourd'hui. Donc l'opposition parlera toujours à ce niveau-là. En tout cas, concernant donc les démocrates, et je remercie bien sûr Iré, donc notre réalisateur, donc qui nous a fortement, enfin qui nous a dit comme quoi il y avait une opposition qui se levait, donc qui s'appelle Nouroudine Saka Saleh, donc des démocrates, donc qui est aussi considéré comme éventuellement l'opposant numéro 1 aujourd'hui, on peut le voir comme ça, de Ouadani, parce que c'est la même tranche d'âge, c'est un ancien un juriste, un entrepreneur, qui s'exprime bien, qui a des principes, etc., et qui prend la parole. Donc voilà, aujourd'hui il y a comme une opposition qui s'organise pour essayer éventuellement de contrecarrer les plans de monsieur donc le président donc du Bénin. Donc maintenant les cartes sont jetées, les cartes ne sont pas jetées. Qui va vraiment jouer qui va jouer dans cette arène-là, on le sait pas. Mais néanmoins, le dauphin est désigné, l'opposition se prépare. Aujourd'hui, l'opposition, c'est Yayi Boni et son parti politique, donc qui essaie de trouver. On ne sait pas si vraiment ça va aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après, pour moi, il y a le système aussi du code électoral et du parrainage. Et dans le cas du bloc des démocrates de Yayi Boni, 12 candidats pour moi, en tout cas prétendants, ça fait beaucoup. Et si on nomme effectivement le Saka Saleh, c'est un jeune, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une unanimité. Et le problème de ce système de filtrage par parrainage, le problème de ça, c'est qu'un seul député peut tout simplement saboter une candidature parce que ça ne lui... Donc c'est pour ça que il faudrait plus qu'on revoie le code électoral, qu'il rajoute au moins le parrainage citoyen, et ça permettrait éventuellement à avoir au moins une vraie démocratie. Juste une pluralité des candidats. Et juste une petite chose, c'est factuel, c'est dans les différents rapports, c'est que le Bénin qui était passé, pourtant c'est curieux, hein, quand on parle de démocratie en Afrique, notamment en Afrique francophone, on donnait toujours deux pays, le Sénégal et le Bénin, toujours. Mais factuellement, dans les rapports, que ce soit des différentes ONG, le Bénin serait passé d'une démocratie imparfaite à un État hybride, c'est-à-dire autoritaire. Donc ils ont baissé sur ce champ. Donc il y a effectivement le bilan matériel incontestable de Patrice Talon, mais il y a aussi ce bilan immatériel. Et là, c'est sur des faits factuels que je dis, au moins il y a ce petit point-là. Et j'insiste aussi, le fait qu'il ait voulu jouer la carte de c'était même pas à l'époque, c'était pas anti-AES, mais aller soutenir une armée pour contrer un pays, ça aussi je pense que ça a été vraiment cette tâche noire. On n'oublie pas aussi les détenus politiques aussi mais par contre, dans la balance, c'est quand même positif. C'est quand même positif, et c'est un point positif aussi pour, donc encore une fois, son dauphin, parce que voilà, malgré donc ces points noirs, il y a quand même des points positifs, et aujourd'hui, auprès des Béninois, on a l'impression comme c'est un duo, la vice-présidente aussi, au moins elle a le profil politique, parce qu'elle a fait tout l'Assemblée nationale, elle a été vice-présidente, elle a été élue, donc le terrain politique, elle connaît. L'autre, c'est plutôt technocrate, donc je pense que le duo... Et finalement, cette désignation, plutôt, il reste quelques mois avant l'élection présidentielle, c'est plutôt bien pour l'opposition qui va pouvoir s'organiser, qui va pouvoir éventuellement se rassembler pour faire face à cette candidature donc du dauphin de Talon. C'est bien pour l'opposition, mais en même temps, comme disait Baba tout à l'heure, en fait, le code électoral a été fait de manière à ce que l'opposition est un petit peu sur une corde raide, on va dire, parce que s'ils veulent vraiment qu'une forme de démocratie s'exprime à son sein, il y a des risques de défection. Et il suffit qu'il y ait une défection, parce que je pense qu'il faut peut-être 28 parrainages, etc., et que donc le nombre d'élus dont ils disposent... donc, il suffit qu'il y ait défection pour que l'opposition se trouve en difficulté. Et donc ça, je pense que pour revenir un petit peu à la question de départ de Aïcha, c'est qu'il a quand même verrouillé les choses de manière à ce que
mais l'opposition ne soit pas dans une position favorable par rapport à ce candidat. Quoi qu'il en soit, l'opposition va présenter un candidat Bien quand même sûr. face au dauphin. Donc aujourd'hui, ça leur laisse quand même le temps de se préparer, de faire face effectivement à ces nouvelles règles. On insiste dessus. Donc c'est 28 signatures, donc 28 parrainages. Donc effectivement, voilà. En tout cas, à condition qu'ils soient unis, parce que c'est le travail à faire. C'est ce qu'ils vont s'atteler à faire pour éventuellement avoir une candidature, en tout cas des candidatures qui peuvent renverser éventuellement donc le dauphin choisi par Patrice Talon. Mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission, nous sommes même au terme de cette émission. Eh bien, merci à notre invité Stéphane Dos Santos, merci bien sûr à Baba Dem et à Dr Camara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt.